À tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier Petite Ville de demain qu'on a intitulé Se déplacer sans sa voiture personnelle. Est-ce que c'est possible dans les PVD, dans les territoires peu denses? Donc, c'est une très vaste question qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui au cours de ces 2 heures où on aura des retours d'expérience, on aura des échanges. Donc, l'idée, c'est de vous apporter un certain nombre d'éléments les plus explicites possibles qui peuvent vous aider dans vos projets. Avant de commencer, je vous rappelle quelques consignes par rapport à cet atelier en visioconférence. Donc, merci d'indiquer votre nom, votre prénom quand vous vous connectez à l'atelier. Comme ça, on peut savoir qui répond, qui pose des questions, on peut vous retrouver. Merci aussi, si vous le souhaitez, de fermer vos logiciels pour éviter de consommer trop de bande passante, pour avoir une meilleure qualité de débit possible. Vous avez également la possibilité de poser des questions dans le chat, dans le petit onglet discussion. Donc, nous, on fera la synthèse des questions à la fin des interventions, des différentes interventions. On interpellera les intervenants et après, on ouvrira sur des questions-réponses en direct entre vous et les intervenants ou moi-même. Voilà qui est dit. Juste un petit rappel par rapport à la mission des agences. Donc, comme vous le savez, dans le cadre de la démarche Petite Ville de demain, les agences d'urbanisme de Longwy, de Nancy et de Mulhouse organisent en lien avec l'Adréal Grand Est et les DDT de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges et du Haut-Rhin, un cycle d'ateliers collectifs à destination des chefs de projet Petite Ville de demain, en explorant 2 thèmes. Le premier thème concerne l'habitat et l'attractivité, et le deuxième thème concerne les mobilités. Donc, on avait organisé un séminaire de lancement le 18 octobre de l'année dernière. On avait organisé également un atelier mobilité le 10 décembre et un atelier habitat le 15 décembre de l'année dernière. Et j'en profite déjà pour vous annoncer les prochaines dates d'atelier. Ce sera le 7 avril à 14 h, où ce sera un atelier qui sera consacré au recyclage foncier. Et l'atelier suivant, ce sera le 28 avril à 14 h également, qui a pour objectif de traiter du commerce en centre-ville PVD. Voilà qui est dit. Dans le précédent atelier mobilité, on avait plus traité la problématique de la marche à pied, du vélo, de l'espace public. On a parlé îlots de chaleur urbain, qualité urbaine, nature en ville. Donc, le sujet était assez touffu, mais on est resté à l'échelle de la commune PVD. Aujourd'hui, on vous propose d'explorer les solutions de mobilité alternatives à la voiture, à l'échelle des PVD, mais plus largement à l'échelle de leur bassin de vie. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans les présentations des intervenants, car les déplacements ne se cantonnent pas uniquement à la ville PVD, mais elle a une dimension intercommunale. Et c'est un sujet d'autant plus stratégique car dans nos secteurs PVD, souvent l'offre de transport collectif est relativement faible, l'usage de la voiture est omniprésent, ce qui génère des problèmes pour les déplacements, notamment des aînés, des publics les plus fragiles, des personnes à mobilité réduite ou des personnes souhaitant avoir des pratiques vertueuses en termes de transport et de déplacement. C'est pourquoi, en fait, ce sujet a un rôle vraiment stratégique pour les collectivités, notamment dans le cadre des projets PVD, pour qu'elles intègrent le plus possible ces alternatives crédibles en étant adaptées à chaque territoire, parce que chaque PVD est en fait présente des spécificités. Alors, pour répondre à cette problématique, on vous propose plusieurs retours d'expérience, plusieurs témoignages. Tout d'abord, on aura un premier témoignage de Romain Vaudois, qui est chargé de mission mobilité durable à la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg et qui va nous parler de l'expérimentation d'une ligne de covoiturage au niveau de la vallée. On aura également Elisabeth MacDonald,
qui est responsable du développement Cities Grand Est et qui va nous présenter l'autopartage et les enjeux qu'il y a notamment dans les territoires peu denses, parce qu'en agglomération, c'est quelque chose qui commence à être maîtrisé. Et on aura le témoignage de Philippe Arnoux, qui est vice-président délégué à la politique de mobilité, déplacement, transport du pays du Lion-Villois, qui nous présentera en fait la politique globale de mobilité qui est actuellement menée à l'échelle du PETR. Donc c'est vraiment une démarche qui est particulièrement ambitieuse. Donc je salue déjà les intervenants et je tiens à les remercier pour leur implication, pour la préparation de leur présentation. Et à l'issue des interventions, je vous rappelle, on fera la synthèse des questions que vous aurez pu poser dans le chat. On essaiera d'y répondre avec les intervenants et vous pourrez prendre la parole en fin de réunion. Avant de commencer, je vais vous proposer juste de poser un peu le décor de la problématique par rapport à la mobilité en zone peu dense. Je vais partager mon écran. Là, normalement, vous voyez ma présentation. Donc, effectivement, c'est une présentation très courte qui pose un peu le décor. Donc, l'idée, c'est de vous interpeller par rapport à la multitude de solutions de mobilité pour se déplacer dans les zones peu denses. En effet, on a des contextes assez particuliers dans les territoires PVD, puisqu'on a seulement 20% des personnes qui habitent et qui travaillent dans les communes PVD. Cela veut dire que les habitants des petites villes de demain travaillent majoritairement à l'extérieur, ou on a des personnes de l'extérieur qui viennent y travailler. Donc, c'est des communes qui interagissent beaucoup avec leur territoire voisin. Donc, c'est pourquoi on indique sur ce diagramme que les déplacements ne connaissent pas de frontières. Les PVD jouent un rôle de bourg-centre en ayant des commerces, en ayant des collèges, etc., des équipements à l'échelle d'un bassin de vie. Donc, les problématiques de mobilité doivent être prises en compte à cette échelle-là. Et souvent, les PVD se situent aussi à proximité de grandes agglomérations, notamment dans le Haut-Rhin. Donc, par rapport à la problématique des mobilités, des solutions de mobilité, il est impératif d'élargir les périmètres de réflexion. Au niveau des déplacements, ça, c'est des chiffres que je vous ai déjà présentés également à d'autres moments. Globalement, dans les PVD, ce n'est pas un scoop, on a un usage massif de la voiture, il se situe entre 70 et 80% des déplacements, alors qu'en moyenne, en France, on est plutôt à 60-65%, et dans les agglomérations, plus de 100 000 habitants, à moins de 60%. L'usage des transports collectifs est relativement modeste, notamment en raison d'offres assez réduites, et la pratique de la marche et du vélo sont également réduites. Au niveau des déplacements, on a des tendances qui sont en cours, donc l'électrification des modes avec le vélo électrique, la voiture électrique. On a également l'explosion du coût des carburants, on a dépassé les 2 € avec tous les problèmes que cela génère, et avec une sensibilité particulièrement forte sur nos territoires PVD, avec une forte dépendance à la voiture. On a également de nouvelles aspirations des habitants, c'est-à-dire des habitants qui sont plus sensibles à leur cadre de vie, à la nature en ville, à l'ambiance urbaine, etc. Donc, ces nouvelles tendances, ces nouvelles aspirations sont à prendre en compte dans les politiques de mobilité. On a également des objectifs des nouvelles lois que vous connaissez déjà, notamment le plan vélo, objectif de passer 3 à 9% de part modale, la loi mobilité qui affirme vraiment l'objectif de neutralité carbone à terme, la loi climat et résilience. Donc, ce contexte doit questionner nos territoires et plus particulièrement les petites villes de demain par rapport au développement des alternatives à la voiture. Alors, les alternatives, les solutions de mobilité sont vraiment multiples. Et on ne va pas toutes les présenter. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais globalement, elles se décomposent en 3 gros ensembles. Premier ensemble, ça c'est ce que tout le monde connaît, c'est des solutions de déplacement conventionnelles. Tout ce qui est voiture, marche, vélo, transport collectif.
On a également des solutions qui sont plus légères, c'est-à-dire les transports à la demande. Je passe par une centrale de réservation pour effectuer un parcours. Les navettes locales, par exemple, pour emmener des publics fragiles ou les aînés vers le marché. Des systèmes comme l'autostop organisé, le transport solidaire, l'autopartage, le covoiturage, le pédibus, et j'en passe. Donc, il y a une multitude de solutions légères qui sont disponibles et qui peuvent être mises en place au niveau des territoires. Et on a également des solutions qui peuvent s'inscrire dans l'innovation, par exemple avec des vélos électriques partagés, pourquoi pas. Il y a certains petits territoires qui tentent l'expérimentation. On a également le partage de véhicules en particulier, sachant que 95% du temps, une voiture reste stationnée. On a des logiques de masse, de mobilité as a service, où on peut travailler à la fois sur les applications mobilité, mais également en créant des pôles de mobilité au niveau des espaces de villes moyennes ou des espaces ruraux. On a la navette autonome, on a les drones. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'effervescence sur ces sujets. Donc, face à cette multitude de possibilités, sachant qu'on ne peut pas tout faire, je dirais, pour bien réussir son projet PVD en matière de mobilité, il est avant tout indispensable de se poser les bonnes questions. La première bonne question, c'est quel public cibler? Est-ce que je vais plutôt cibler les jeunes, les actifs, les aînés, les touristes, les personnes à mobilité réduite avec mes solutions de mobilité? Est-ce que, quelle famille de transport je vais choisir? Est-ce que je vais miser plutôt sur des transports collectifs ou des services de mobilité type transport à la demande? Est-ce que je vais travailler sur des services de livraison de colis à domicile, de tourisme? Il faut également se poser la question du coût. Quel budget je souhaite allouer au volet mobilité de mon projet PVD? Est-ce que c'est un budget modeste, de moins de 50 000 euros? Est-ce que c'est un projet important de plusieurs centaines de milliers d'euros par an? Voilà, donc la fourchette, elle est très très large. Et il y a également la question du phasage. Est-ce que c'est un projet qui s'inscrit plutôt à court terme, à moyen terme, à long terme, à très long terme? Donc, toutes ces questions-là, elles méritent vraiment une exploration, un questionnement fin à l'échelle de vos territoires. Et pourquoi se poser les bonnes questions? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que chaque PVD est unique. Voilà une petite intervention pour poser le décor. Et alors, je ne donne pas de dimension concrète, c'est pour ça que je propose qu'on aille directement à la présentation de Romain, qui va nous présenter un exemple concret sur le territoire de la vallée de Kaisersberg. Donc Romain, à vous la parole. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Et donc, je vais partager la présentation et on va voir ce qu'on a réussi à effectuer sur le territoire. Donc, comme vous l'avez dit, on a mis en place des lignes de covoiturage sur la vallée. Donc, ça s'est fait avec la société Cove, qui gère déjà des lignes de covoiturage sur le territoire national. Voilà. Un petit mot sur notre territoire. Donc, comme vous l'avez montré, une grosse agglomération, Colmar, qui draine beaucoup de déplacements, travail, études, achats, loisirs, depuis notre territoire. Donc, sur notre territoire, on a 2 PVD, Orbey et Kaisersberg. Et pour ce qui nous intéresse au niveau de la mobilité et notamment des routes importantes, donc on a un axe principal donc, qui, en partant de Colmar, traverse tout notre territoire et après bifurque Orbey et le Bonhomme. Voilà. Orbey, donc après, on va sur la vallée de Münster et le Bonhomme, on va du côté des Vosges. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un trafic très important sur ce territoire, notamment dû au trafic de transit, qui, pour éviter le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, surtout le trafic poids lourd, passe par le col du Bonhomme et le Bonhomme, vu qu'il est gratuit. Donc, du coup, ça fait plusieurs années que la collectivité essaye de trouver des solutions pour agir sur le trafic sur lequel elle peut agir, donc le trafic local, des expérimentations sur des offres de transport en commun,
mais on constate que voilà, c'est assez compliqué. L'habitat très dispersé fait que du coup, c'est difficile de contenter tout le monde et d'avoir un trajet rapide. Et la congestion à l'arrivée sur Colmar, elle empêche aussi pas mal de choses. Notamment, on avait réalisé une enquête pour mettre en place un DHNS, un bus à haut niveau de service. Et la congestion sur Colmar empêchait de pouvoir avoir un cadencement efficace et d'avoir un vrai service où on puisse arriver rapidement sur Colmar. Il y avait d'autres expérimentations qui avaient été lancées, un stop organisé par une association locale sur le modèle du réseau Pouce. Malheureusement, un petit manque de visibilité n'a pas permis de pérenniser l'offre. Et sur le covoiturage, on a aussi installé une aire de covoiturage sur le territoire. Et voilà, beaucoup de contraintes font qu'elle est utilisée, mais pas à son plein potentiel. On va refaire un petit retour sur la ligne de covoiturage et le covoiturage du quotidien, donc qui peut prendre plusieurs formes. Donc d'une part, on peut classer le covoiturage avec réservation. Passagers et conducteurs s'organisent leur trajet à l'avance et donc il y a un engagement à la fois du conducteur et du passager. Donc on peut le faire sans plateforme de mise en relation, donc de façon informelle, entre collègues, entre amis, entre voisins, ou alors en utilisant une plateforme. Et là, donc on va avoir le modèle, on va dire Blablacar Daily pour les lignes du quotidien, où donc il y a une mise en relation entre conducteurs et passagers, et on se met d'accord sur le départ, l'arrivée. Voilà. Il y a aussi des expérimentations qui avaient été faites pour du covoiturage instantané. La mise en relation se fait sur la base de géolocalisation et de faire ça en direct. J'ai pas d'exemple pour l'instant sur cette offre en ce moment. Je sais que Covivo avait essayé pendant un moment. Donc, ce qui nous intéresse, donc, le covoiturage sans réservation. Donc, pour le passager, il se rend au bord de la chaussée pour trouver un conducteur et le conducteur, lui, ça choisit au dernier moment s'il s'arrête et s'il prend le passager. Bon. S'il n'y a pas d'arrêt défini, c'est l'autostop, tout ce qui est de plus classique. On s'arrête, on tend son pouce et on attend quelqu'un. En cas d'arrêt prédéfini, donc on se rend à un arrêt physique identifié. Donc là, on va être sur le modèle du réseau pouce avec des arrêts identifiés, marqués. Quelque chose qui s'installe aussi de plus en plus. Et donc nous, le modèle, un arrêt prédéfini sur une ligne. Donc on se rend à un arrêt physique pour aller à un autre arrêt physique déjà déterminé à l'avance. Et donc ce que surtout la société Ecov appelle une ligne de covoiturage spontané à haut niveau de service. Donc on va voir comment ça se passe concrètement pour le conducteur. Donc l'idée pour le conducteur sur cette forme-là, c'est de minimiser les contraintes. Et en l'occurrence, ça part vraiment juste d'une envie de rendre service et de partager ses trajets. Et sur son trajet, quand on rencontre l'information qu'un passager souhaite être covoituré, on peut s'arrêter à tout moment. Et donc cette information, elle est diffusée par les panneaux lumineux. Donc on voit sur la route, là, les panneaux en bord de route, qui sont situés quelques centaines de mètres avant les arrêts. Ça permet voilà, de prévenir le conducteur de la destination du passager, qu'il ait le temps de se décider et de mettre son clignotant et de ralentir un peu pour s'arrêter en toute sécurité pour le conducteur et pour le flux. Il y a également la possibilité d'être prévu via une notification sur l'application mobile. Ça va être pour ceux qui souhaitent déclarer le trajet qu'ils effectuent en tant que conducteur. Et donc, une fois qu'on est arrêté, on a juste à prendre en charge le passager et à l'emmener à sa destination. Pour le passager, toujours la même chose, simplifier le parcours passager. Et donc, l'idée, c'est de rendre la chose aussi facile que de prendre le bus, et même plus facile sur certains aspects, surtout sur des territoires comme le nôtre, où le bus peut être assez irrégulier. Donc, on part du besoin de se déplacer, on se rend à l'arrêt le plus proche de chez soi, et donc là, on sélectionne la destination. Et donc, pour ça, on a plusieurs canaux. Alors nous, sur notre territoire, on est parti sur le modèle vert, le covoiturage au niveau de service. Donc on a 3 façons d'activer ces destinations. Soit en passant par l'application, comme ça on a son trajet domicile-travail enregistré, on l'active très rapidement. Par le parcours SMS, donc ça s'adresse même aux personnes qui n'ont pas de smartphone, juste un simple téléphone portable. Et dans ce cas-là, à chaque arrêt, comme pour un arrêt de bus, il y a un petit panneau, un affichage, et donc on a le code de sa destination à rentrer pour pouvoir activer la demande. Ça peut aussi être fait via l'assistance téléphonique.
Voilà, ça va surtout être utilisé pour les premiers trajets, pour accompagner la découverte du service. Il y a une autre façon de faire qu'on n'a pas sélectionnée nous, mais qui est effectuée sur le Swingo, en Alsace, en passant par un boîtier, où là, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton sur le boîtier à l'arrêt pour activer la demande. Et donc, une fois que la demande est activée, ça affiche le message sur les panneaux d'information. Et donc là, il n'y a plus qu'à attendre qu'un conducteur s'arrête et nous emmène là où on le souhaite. Alors, pour la dépose, on demande un arrêt de destination, mais après, dans la voiture, passagers et conducteurs sont libres de s'arranger pour trouver le meilleur arrêt qui les arrange, si aller un peu plus loin ou un peu avant arrange les deux personnes. Donc voilà le plan de la ligne actuellement, avec des arrêts sélectionnés pour minimiser le temps d'attente. C'était vraiment l'idée de base, c'était d'avoir un service le plus rapide, le plus fiable possible, et donc mettre des arrêts là où on était sûr d'avoir un départ le plus rapide possible. Donc pour ça, on a dû faire quelques compromis, et notamment, soit dans le cas d'Orbey Centre, par exemple, c'est un peu éloigné du centre-ville pour récupérer un maximum de flux conducteurs, donc un maximum de routes concrètement, pour assurer un départ plus rapide. Il y a d'autres communes proches sur lesquelles on n'a pas pu mettre d'arrêt, par exemple la Poutroie. Voilà. Comme on est sur une départementale à fort trafic, forcément il y a des contournements, donc on passe un peu plus loin des centres. Et donc il y a certaines communes où on n'a pas trouvé de solution parfaite pour un départ rapide. Et on a préféré, dans un premier temps, ne pas desservir ces communes pour assurer le meilleur service possible. On va reparler tout à l'heure du bouche à oreille dans la vallée, et on ne voulait pas avoir un bouche à oreille négatif avec des temps d'attente trop longs au lancement du service. On voit le service comme un service vraiment de transport en commun, donc ça s'adresse à toute personne souhaitant se déplacer dans la vallée, avec au départ une réflexion initiale sur les besoins de trajet domicile-travail. Voilà, on a plusieurs employeurs dans la vallée, et notamment certains des arrêts sont vraiment situés en face de ces zones d'activité pour les desservir au plus près possible. Après, forcément, on va dire les premiers utilisateurs, ça va être les utilisateurs les plus contraints, ceux qui n'ont pas de voiture, ceux qui ne peuvent pas se rabattre sur les transports en commun. C'est vrai que le niveau du bus, surtout en Haute-Vallée, très très peu de transports en commun, très très irréguliers, donc pas efficace pour du trajet domicile-travail. Donc là, le covoiturage va être une vraie réponse. Le public touristique, ce n'est pas une priorité dans un premier temps. On a un territoire assez touristique, avec Kaysersberg forcément, et une station de sport d'hiver, le Lac Blanc, au niveau d'Orbey. Voilà. Bon, une fois que la ligne sera un peu plus mûre, une fois qu'on saura un peu mieux savoir quelle offre on peut offrir à un public touristique, on pourra réfléchir à cette offre-là. On a reçu un très très bon accueil des habitants, que ça soit dans la vraie vie ou même sur les réseaux sociaux, avec vraiment le sentiment de répondre à un vrai besoin. Mais surtout aussi une demande de plus d'arrêts. Voilà, les communes où on n'a pas pu s'arrêter, voilà, les habitants avaient l'air vraiment, vraiment déçus de ne pas pouvoir profiter du service. Voilà, c'était un choix, et dans les mois, années à venir, on espère pouvoir les desservir aussi. Donc après 6 mois d'existence, on a plus de 1000 inscrits, donc à mettre en rapport avec nos 17 000 habitants. Donc plus de 1000 inscrits au service, et près de 1000 demandes de trajet effectuées. Voilà. Sur la dynamique, on est sur une très bonne dynamique. Donc on a ouvert en octobre, mi-octobre dernier. On a vu une belle progression jusqu'à mi-décembre, qui malheureusement s'est un peu tassée à la suite avec le Covid. Mais là, depuis mi-février, depuis que le Covid, ça se tasse un peu. Et ces derniers jours, avec l'augmentation du prix de l'essence, on le voit, voilà, on rencontre de plus en plus d'utilisation tous les jours. Et donc là, on voit par commune le nombre de départs et d'arrivées. Donc on constate que même dans des communes assez petites, le Bonhomme ou Achimette, un fort nombre de demandes. Voilà, le Bonhomme, on a très peu d'habitants, par exemple, mais quand même, c'est très utilisé parce que voilà, le transport en commun inexistant ou très irrégulier fait qu'on a une vraie offre. On a des grosses disparités qu'on n'arrive pas à expliquer, par exemple. Donc on voit à Colmar-Lacquart, 170, et en fait, il y a 140 personnes qui sont descendues à Colmar et seulement 30 qui sont reparties de Colmar en covoiturage.
Donc, on n'explique pas encore cette différence, mais on va essayer d'étudier ça pour savoir quels sont les vrais usages, comment les gens partent et reviennent. Alors, pourquoi ça marche? Parce qu'on considère ça comme un succès. Donc, comme dit, en premier, le manque de transport en commun régulier, surtout sur le front de la vallée, ça joue vraiment. Il n'y a pas d'offre alternative, donc le covoiturage devient l'offre quasiment principale. La gratuité pour les passagers. Donc, je ne l'ai pas dit, mais du coup, c'est gratuit pour les passagers et il y a 1 € d'indemnité pour les conducteurs par trajet effectué. Et donc, la gratuité, ça permet vraiment un choc de simplicité. Pour faire un trajet, c'est tout simple, je m'inscris et pour m'inscrire, j'ai besoin d'un numéro de téléphone, mon nom, mon prénom. Pas besoin d'enregistrer de carte bleue, de compte, d'autres choses, de répondre à plusieurs choses. C'est le plus simple possible et donc il n'y a pas de barrière, il y a le moins de barrières possible à la première utilisation. Pour l'indemnité conducteur, donc 1 € par trajet, dans les retours qu'on a eus, c'est pas décisif. Il y a une partie pour lequel elle est, des conducteurs pour lequel, elle est jugée, trop basse par rapport au coût de possession d'une voiture. Ça, voilà, on pouvait s'en douter. Mais pour la large majorité des conducteurs, c'est pas ça qui va être décisif. C'est vraiment le lien, recréer du lien, voilà, pouvoir donner un coup de main, pouvoir avoir un peu de solidarité entre habitants, ça va être ça la chose décisive. Là où on compte plus sur elle, sur l'indemnité conducteur, c'est pour pérenniser la chose sur la durée. Pas que ça s'essouffle au niveau des conducteurs et pouvoir pérenniser cette offre. Donc du coup, on a collaboré avec Colmar pour avoir un arrêt sur Colmar. Voilà, ils ont bien accompagné, on a bien pu travailler avec eux. Malheureusement, c'est les contraintes urbanistiques qui nous ont, voilà, où du coup l'arrêt sur Colmar est fait de compromis entre donc le flux de conducteurs, enfin, l'offre l'offre sur place, des choses à faire. Par exemple, s'est mis un peu à l'écart du centre-ville, mais à proximité d'un arrêt de la navette du centre-ville de Colmar, qui est gratuite. Donc voilà, donc ça permet d'avoir une cohérence où, depuis l'aire de covoiturage, on accède facilement à tout le centre-ville. Mais voilà, les contraintes font qu'on n'a pas pu choisir exactement l'arrêt qu'on aurait voulu. Donc, dans ce qui a bien marché, c'est le relais social, donc le bouche à oreille. Donc, comme je vous l'avais dit, voilà, on est une petite vallée. On comptait vraiment sur cet effet bouche à oreille. On voulait d'une part pas qu'il soit négatif, donc faire le maximum pour que les temps d'attente soient les meilleurs possibles, pas avoir une demi-heure ou 3/4 d'heure d'attente. Et du coup, voilà, donc les habitants sont vraiment emparés du système et en ont parlé entre eux sur les réseaux aussi. Ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Voilà. Une des choses qui a marché très bien, donc les PMV, donc les panneaux à messages variables, les panneaux lumineux en bord de route, ils permettent, quand ils ne sont pas utilisés pour signaler un arrêt, de communiquer directement le message qu'on a envie. Donc, on a pu, entre le moment où ils ont été posés et le moment du lancement de la ligne, teaser cette arrivée de la ligne avec des petits messages énigmatiques. Voilà, ça a permis de faire parler d'eux. Et maintenant, peut répondre quasiment en temps réel aux interrogations des personnes, aux interrogations des usagers potentiels qui remontent. Voilà, on peut communiquer sur les temps d'attente, sur le nombre de kilomètres parcourus, sur le nombre de trajets réalisés. Donc voilà, pour communiquer vers notre public en direct, sans filtre, l'information qu'on souhaite. Et ça c'est vraiment ça marche très bien. Relais médiatique, donc au-delà de toutes nos espérances, on a eu beaucoup de chance, et on ne se l'explique pas encore, avec un très fort relais, déjà dans la presse locale, donc les DNA et l'Alsace, sur France Bleu Alsace, sur France 3 et aussi on a eu la chance de pouvoir passer au JT, de TF1 et donc pour le coup, là, on voit le nombre de nouveaux inscrits par jour, donc avec, un petit pic, à l'ouverture, donc forcément et du coup, on voit le pic, après le passage, au JT. Donc, pour une vingtaine, trentaine de secondes au JT, on voit plus de 140 inscrits en une seule journée. Voilà, on voit que, on peut faire beaucoup de choses, mais des fois, ça tient à pas grand-chose. Forcément, la typologie, donc une seule route. Donc forcément, on maximise le flux de conducteurs. On a d'une certaine façon la chance d'être en vallée, donc il y a une seule route pour passer, donc tout le monde passe au même endroit. Et forcément, il y a
maximisation du flux de conducteurs et du temps de départ. Mais à contrario, comme je le disais, on s'éloigne un peu des centres, on contourne certains centres-villes, notamment La Poutroie ou Kaisersberg, où du coup les arrêts sont un peu plus éloignés de centre de vie. C'est vrai que ça joue un peu sur la proximité à la fois des habitats et des lieux de travail. On a aussi bénéficié d'une population locale très favorable à la transition, une association locale très active, des centrales photovoltaïques. Du coup, il y avait un très bon terreau pour développer une offre de ce type. L'autre chose, alors là, c'est pour le coup un facteur beaucoup plus lié à l'entreprise qui gère la ligne, c'est le développement de communauté et le contact direct. Donc, du coup, il y a une personne dédiée à développer la communauté, donc que ça soit sur les réseaux sociaux, mais aussi en présentiel avec des after-work, des journées de présence, des rencontres. Voilà. Du coup, pendant la période Covid, ça s'est fait plus en visio, mais là, ça reprend maintenant dans les bars, dans les cafés du territoire. Et il y a aussi une forte une possibilité de contact téléphonique direct avec des vrais êtres humains, on va dire. Mais vraiment, voilà, dès l'inscription, les gens peuvent avoir quelqu'un au téléphone pour poser toutes les questions qu'ils veulent. Voilà, dans la mobilité, chacun a sa petite spécificité. Et là, on peut avoir la réponse à sa question. Donc, voilà, surtout pour un service nouveau, ça paraissait important de répondre à ces demandes. Donc, pour le planning, donc, on a fait préalablement à l'ouverture de la ligne une étude de covoiturabilité afin de pouvoir voir quels étaient, en l'occurrence, les meilleurs arrêts de covoiturage en termes de flux, en termes de lieux desservis, donc d'octobre-février. Et après, donc début mai, la signature du marché pour une ouverture à la base prévue en septembre, mais où on a fini par ouvrir en mi-octobre. Voilà, d'une part, le Covid a ralenti un peu la fabrication des équipements et aussi la validation des arrêts, qui a pris un peu plus de temps que prévu. Voilà. Et donc, l'expérimentation s'achève en fin décembre 2022, avant une possible prolongation. Donc, du coup, voilà, on voit que ça a mis 1 an du lancement de l'étude jusqu'à l'ouverture. Je pense qu'on peut faire un peu moins en temps d'attente. Le bilan, donc l'étude, elle a été financée par des CE. Voilà, elle a été valorisée autour de 15 000 €. La mise en place, donc tout compris le coût de fonctionnement, on est sur 120 000 €, sachant qu'il y a près d'un tiers du coût qui comprend toute la communication et le développement de communauté. Donc on voit que c'est une part importante du budget qui est dévolue à cet aspect-là. Mais en tout cas, les premiers retours qu'on en a, c'est que ça vaut le coup. Voilà, on a un bel outil. Il faut le faire savoir et du coup, ça marche plutôt bien. Donc l'indemnité, il y a 11 000 € de budget qui sont prévus. Et pareil, il y a une partie qui est financée par les CEE avec un reste à charge de 2 750 €. Actuellement, le matériel est loué et voilà, il y a un peu moins de 20 000 € pour le racheter. Pour la prolongation, le coût d'exploitation, il est estimé autour de 45 000, 50 000 € et donc ce qui va nous intéresser, alors la question qu'on ne s'est pas posée avant, c'est à partir de quel coût par trajet ça devenait intéressant. On ne s'est pas posé la question au niveau, de la collectivité et c'est, une des questions qu'on va devoir se poser pour la prolongation. C'est à partir de quel coût on est prêt à mettre dans chaque trajet. Donc voilà, donc là, au vu des trajets actuels, si on double le nombre de trajets mensuels, on sera autour de 10 € par trajet. Voilà. Donc le lien avec les petites villes, donc comme dit, on a 2 PVD sur le territoire, Kaisersberg et Orbey. Alors la limite, c'est que du coup, on est éloigné à la fois dans le temps et dans l'espace. Du coup, on est un peu éloigné des centres-villes sur les arrêts et dans le temps parce que du coup, la ligne a été lancée au moment où les PVD se mettaient en place. On n'a pas pu travailler ensemble sur cette élaboration. Voilà. Après, je pense que ça s'implique dans une démarche globale de réduction de l'usage de la voiture, que ça soit la création de pistes cyclables, nous au niveau communauté de communes, de stationnement vélo sur justement les centres-villes, les PVD, l'installation de bornes de recharge électrique et dans quelques années, on espère aussi pouvoir en profiter
une fois qu'on aura réduit la dépendance de la voiture, pouvoir développer l'autopartage. Et je vais vous laisser avec Cities. Merci. Merci beaucoup, Romain, pour cet exposé très, très riche et qui montre que développer des alternatives à l'autosolisme, c'est possible dans un territoire, entre guillemets, peu dense. Kaysersberg-Vignoble, de mémoire, c'est 3-4 000 habitants. Orbey, c'est 3 000 habitants dans ces eaux-là. Donc, on est vraiment sur un territoire intéressant. Et je sais qu'il y a d'autres PVD qui nous écoutent, notamment dans les Vosges, dans la Meuse, qui pourraient être intéressés par votre expérimentation. Donc, sans transition, je propose de passer la parole à Elisabeth, qui va nous présenter Cities et surtout les enjeux de l'autopartage dans les secteurs peu denses. Parce que c'est pas un nouvel Eldorado, mais disons en agglomération, ça se gère plutôt bien, ça a l'air. Dans nos communes de 3, 4, 5, 6 000 habitants, c'est un vrai challenge. Donc voilà, Elisabeth, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Dreher, et merci à Romain pour la belle ouverture en fin de présentation sur le sujet de l'autopartage. Donc, justement, je vais vous parler du sujet du développement de l'autopartage dans les zones peu denses et dans les petites villes. On peut faire un retour sur nos expériences qu'on a connues et également vous présenter les défis et les conditions de réussite dans ces zones. Donc, premièrement, j'aimerais faire un petit tour d'horizon sur le fonctionnement de l'autopartage pour ceux et celles qui connaîtraient peut-être moins le sujet. Comment est-ce que ça fonctionne? Avant d'embarquer dans le sujet, je voudrais juste faire un petit retour sur l'histoire de Cities. En fait, Cities a été créé il y a maintenant plus de 20 ans à Strasbourg par un collectif de parents d'élèves en fait qui vivaient au centre de Strasbourg et qui utilisaient très peu leur voiture personnelle. Ils l'utilisaient tellement peu souvent souvent leur véhicule était en panne ou ils n'arrivaient pas à retrouver où ils s'étaient garés au centre-ville. En fait, de fil en aiguille, ces parents d'élèves ont décidé de créer une association, d'acheter quelques véhicules qui seraient partagés entre eux. Et c'est comme ça que le service s'est développé, toujours dans une idée de pouvoir se passer d'une voiture individuelle en contexte urbain et de pouvoir justement quand même profiter des avantages d'une voiture en accédant à un véhicule qui serait justement qui serait mis à disposition pour tout le monde. Donc concrètement, l'autopartage, ce sont des véhicules qui sont accessibles en libre service 24 heures sur 24. Donc, dans le système Cities, la personne doit obligatoirement s'inscrire au service. Et une fois qu'elle est inscrite, elle peut utiliser son appli mobile ou la web app pour justement réserver la voiture de son choix. Donc, elle réserve pour une heure, une demi-journée, une journée, une semaine, vraiment le temps qu'il lui faut. Et ensuite, elle se rend directement à la voiture sélectionnée. Et elle peut ouvrir les portes de façon complètement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction avec une agence de location ou avec contact téléphonique. La personne est vraiment autonome, en fait. Elle a un badge d'accès qui lui est envoyé lors de son inscription, qui lui permet d'ouvrir les portes du véhicule. Elle peut également ouvrir les portes du véhicule à partir de l'appli si elle a son smartphone avec elle. Ensuite, une fois à l'intérieur du véhicule, il y aura un petit clavier qui se trouve dans la boîte à gants qui permet à la personne en fait, de rentrer un code personnel et ensuite de retirer les clés du véhicule pour pouvoir démarrer la voiture. Donc, ce sont des véhicules standards, mis à part cette petite procédure de démarrage. Les véhicules en autopartage, ce sont des véhicules qui sont attribués à une station spécifique et qu'on doit, comme je le disais, obligatoirement réserver. Donc, en fait, concrètement, il y a plusieurs stationnements dans une ville ou à l'échelle régionale et à chaque station, il y a un ou plusieurs véhicules que les personnes peuvent réserver pour la durée qu'il leur faut. Chez Cities, on a une volonté d'offrir une gamme variée de véhicules. Donc, selon la taille de la ville, en fait, on propose des petites Twingo, donc vraiment des petites citadines, et on peut monter jusqu'à des véhicules 9 places, donc des minibus. Toujours dans l'objectif, justement, de pouvoir offrir vraiment un type de transport qui soit adapté selon le déplacement que la personne effectue.
Donc, si quelqu'un fait tout simplement des courses en ville de façon seule, elle peut tout à fait prendre un petit véhicule. Par contre, si elle veut partir en vacances avec sa famille et à plusieurs valises, etc., elle peut également opter pour un plus grand véhicule. Donc, pour laisser la liberté à la personne vraiment d'accéder au véhicule qui soit le plus adapté à son type de trajet. Et donc, ça, c'est vraiment pour faire face au dilemme que souvent les personnes qui achètent un véhicule à titre personnel vont souvent acheter une plus grande voiture pour justement ces quelques fois dans l'année qu'ils ont besoin de se déplacer avec de nombreuses personnes ou avec des valises. Et du coup, le reste de l'année, lorsqu'ils sont seuls pour faire leur trajet domicile-travail, ils vont avoir un plus grand véhicule. Or, chez Cities, le but, c'est vraiment de pouvoir adapter le véhicule selon la typologie du trajet. Donc, concrètement, chez Cities, en fait, c'est un service qui est tout compris. Donc, au niveau de la tarification, on est sur une tarification selon l'utilisation réelle. Donc, la personne veut payer selon deux facteurs. Donc, la durée de sa réservation. Donc, on a une facturation qui est à l'heure ou à la journée. Et elle va également payer sa distance. Donc, on a un prix au kilomètre. Et donc, ça va créer le coût total de sa réservation. Et donc, on est sur des tarifs qui sont à partir de 2,50 € de l'heure, plus 39 centimes le kilomètre. Sachant que dans ce tarif, en fait, on a vraiment tout facteur lié à l'utilisation de la voiture qui est compris. Donc, forcément, la personne paye le coût de la voiture, donc accède au véhicule, mais on a également le coût de l'énergie qui est inclus dans notre tarif, donc que ce soit un véhicule à essence ou un véhicule électrique, c'est compris. Vous avez une carte carburant dans la voiture pour pouvoir faire le plein pendant le trajet. Et vous avez également une assurance tout risque, une assistance 24 heures sur 24, donc une centrale téléphonique en cas de souci. Et on a également une équipe technique qui s'occupe à la fois de l'entretien et du nettoyage du véhicule. Donc, concrètement, l'utilisateur paye uniquement pour son utilisation réelle de la voiture et il profite d'un service en fait complet. Ce qui me permet de faire la suite avec le principal avantage qui découle en fait de l'utilisation de l'autopartage. Donc, concrètement, ce que je vous ai présenté précédemment, vous pourriez vous dire que ça ressemble étroitement à la location traditionnelle, mais non, en fait, l'autopartage a un impact très important sur le changement de comportement de mobilité, justement parce qu'on est sur un système de paiement selon l'utilisation. Donc, pour faire le parallèle avec quelqu'un qui possède sa propre voiture, puisqu'elle a payé son véhicule, en fait, elle va vouloir la rentabiliser et donc l'utiliser pour le plus de trajets possible, car en fait, elle est garée devant chez elle et voilà, c'est le mode le plus pratique. Et souvent, les automobilistes ont cette idée, ou en tout cas cette impression que les trajets qu'ils effectuent sont gratuits. Donc, mis à part si la personne doit passer à la pompe pour refaire le plein, et donc là, elle réalise qu'il y a un coût derrière la voiture, généralement, on a une impression, en tout cas, de gratuité du trajet. Or, ce n'est pas le cas. Hein. On le voit surtout en ce moment, la voiture et l'utilisation de la voiture en ville a un réel coût. Et lorsqu'on est sur un système d'autopartage où on doit payer chacun de nos trajets à l'heure et au kilomètre, on a justement une remise en question de nos habitudes de transport et on va justement réduire au fur et à mesure notre utilisation de la voiture dans une optique de réduire nos coûts. Et du coup, ça va forcément avoir un impact positif sur le recours au mode alternatif. Donc, on va réduire de plus en plus le recours à la voiture et plutôt opter pour le transport en commun, la marche à pied ou le vélo. Et c'est vraiment là où l'autopartage a un impact positif. Donc, au niveau de nos utilisateurs, qui sont en grande majorité des anciens automobilistes, on remarque qu'il y a une réduction de la voiture, donc une réduction du nombre de kilomètres parcourus annuellement, qui est entre 40 et 60 % en fait. Donc, on a vraiment un impact qui est très positif. Chez Cities, en fait, on est un réseau régional, donc on est présent dans tout le Grand Est, en tout cas dans une quarantaine de communes. Donc, historiquement, on s'est surtout concentré sur les métropoles, donc on est présent forcément sur les grandes villes de la région, mais on a également une volonté, en fait, d'être présent dans le plus de communes, en fait, au niveau régional, justement pour avoir vraiment un vrai ancrage territorial. Donc, historiquement, plutôt les grandes métropoles. Et depuis les 5 à 10 dernières années, on a commencé justement à implanter nos premières stations dans des villes moyennes. Et depuis les quelques dernières années, également dans des plus petites communes, donc des communes de moins de 10 000 habitants.
Cities fait également partie d'un réseau national. Donc, au niveau de la France, en fait, Cities est présent dans toutes les villes de plus de 100 000 habitants. Et au total, on propose aujourd'hui un peu moins de 2000 véhicules à l'échelle nationale. On a également choisi chez Cities d'opter pour un modèle qui est coopératif. Donc, comme je vous l'expliquais en introduction, Cities est parti d'une idée citoyenne, en fait. Donc, c'était une association à ses débuts. Et rapidement, en fait, elle a opté pour le statut de SIC, en fait, donc une société coopérative à intérêt collectif, pour justement fédérer autour du projet d'autopartage plusieurs acteurs qui sont concernés ou intéressés par le développement de l'autopartage. Donc, on a au sein de notre coopérative les utilisateurs, donc qui sont vraiment au cœur même du projet. On a également les salariés qui peuvent participer à la coopérative en tant que salarié, en fait, et de siéger sur le conseil d'administration. Et on travaille également avec des partenaires donc publics et privés qui, justement, ont l'intérêt de développer l'autopartage. Donc, au niveau de la région, on a entre autres la région Grand Est, l'Eurométropole de Strasbourg, l'Eurométropole de Metz et le Grand Reims, qui participent tous au développement du projet coopératif, en fait, en étant sociétaires de notre coopérative. On travaille également avec des partenaires privés, comme je le mentionnais, comme Parcus ou la CTS, en fait, qui sont des acteurs dans le stationnement et le transport en commun, parce que justement, comme je l'expliquais, il y a vraiment une complémentarité entre l'autopartage et les modes alternatifs. Donc, on travaille étroitement avec ces partenaires-là. Donc, si je rentre plus concrètement dans le vif du sujet par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, donc le développement de l'autopartage dans les plus petites villes, donc quels sont les usages types qu'on pourrait voir et quel est notre public. Donc, je vais faire un peu des comparaisons entre ce qu'on observe dans les métropoles et plutôt ce qu'on a pu observer dans les dernières années dans les zones moins denses. Donc, premièrement, au niveau de l'impact du service, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans les métropoles, on va vraiment avoir un impact sur en fait, le remplacement de la voiture du ménage, donc principalement la première voiture, mais on a également plusieurs de nos utilisateurs qui ont une première voiture au sein de leur ménage et qui ont recours à l'autopartage en remplacement d'une deuxième voiture au sein de leur foyer. On a également un impact important sur le stationnement en ville. Donc, justement, si de plus en plus de personnes se débarrassent de leur véhicule et utilisent l'autopartage, ça dégage de l'espace public qui peut ensuite être utilisé pour d'autres automobilistes qui ont la nécessité d'avoir un véhicule, ou bien tout simplement, c'est de l'espace public qui peut être utilisé pour autre chose, comme voilà, le développement d'un parc ou de biens immobiliers. Et comme je le mentionnais, vraiment, notre cœur, le plus grand impact qu'on peut avoir est sur le report modal, donc le recours à des modes alternatifs. Dans les plus petites villes, comme Romain l'expliquait dans la présentation tout à l'heure, en fait, l'infrastructure de transport alternatif est plus faible dans les zones plus denses. Donc, c'est très difficile de vivre sans voiture. Donc, c'est très rare qu'on va avoir un impact sur le remplacement de la première voiture du ménage. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on peut quand même être une solution très intéressante pour remplacer un éventuel deuxième ou troisième véhicule au sein de ménage. On va également avoir un impact sur le covoiturage, donc pour faire le lien avec la présentation précédente, parce que justement, si quelqu'un peut, au moins pour leur trajet domicile-travail, opter pour le covoiturage, l'autopartage peut à ce moment-là être une solution intéressante pour lui, pour dépanner ou pour être une solution pour les quelques déplacements autres qu'ils doivent effectuer en voiture. Ce qu'on observe également dans les zones plus denses, c'est que l'autopartage va avoir tendance à jouer un rôle plutôt traditionnel de location de voiture, c'est-à-dire qu'elle peut être une solution intéressante pour quelqu'un qui est en période transitoire, donc sa voiture qui vient de tomber en panne et elle est en attente d'en acheter une autre. L'autopartage peut venir remplir ce vide pendant quelques semaines ou quelques mois, le temps que la personne se rachète un véhicule. Ou bien, si quelqu'un a une panne de voiture de très courte durée, elle peut également opter pour l'autopartage pour justement lui servir de solution de secours. Au niveau de notre population cible, on estime que dans les métropoles, on peut éventuellement toucher jusqu'à 15 à 20% de la population, justement grâce au fait qu'il y a plus d'infrastructures de transport alternatifs. Et donc, c'est plus facile de vivre sans voiture, alors que dans les zones peu denses, on estime que notre population cible, en fait, on peut toucher jusqu'à peut-être 1 à 5% de la population qui vraiment peuvent se permettre, en tout cas, d'opter pour l'autopartage. Ce
qu'on remarque également, c'est au niveau de la mixité d'usage. Donc, qui sont les clients types dans les métropoles et les petites villes? Généralement, dans les métropoles, notre cœur de cible, comme je vous le disais, c'est plutôt des ménages qui vivent sans voiture, donc qui est représenté par la partie turquoise dans le diagramme. Donc, c'est vraiment la majeure partie de nos clients. Et ensuite, c'est complété par des professionnels qui décident d'opter pour l'autopartage, soit en complément ou en alternatif en fait à une flotte de véhicules internes. Et on a également des personnes en fait qui viennent de d'autres villes et qui débarquent à la gare TER de la ville et qui ensuite utilisent un véhicule Cities sur place pour parcourir les derniers kilomètres. Justement parce qu'on est dans une perspective de présence régionale, on a justement beaucoup de trajets qui sont par exemple de quelqu'un qui est de Metz et qui fait un déplacement sur Strasbourg, du coup qui va prendre le train juste à Strasbourg et ensuite prendre un véhicule pour aller dans une commune un peu éloignée de Strasbourg. Donc ça, c'est vraiment l'usage type qu'on a dans les métropoles. Or, dans les petites villes, comme je le mentionnais, il y a beaucoup moins de ménages qui peuvent se permettre de vivre sans voiture. Alors, le défi pour l'autopartage, c'est d'aller chercher une plus grande mixité d'usage. Et donc, on va avoir besoin, on va en fait essayer de prospecter en fait et d'avoir une plus large gamme d'utilisateurs. Donc, il y aura beaucoup les collectivités qui vont nous appuyer en utilisant eux-mêmes les véhicules d'autopartage. On va avoir quelques ménages quand même qui vont essayer de vivre sans véhicule. On va également se tourner vers les associations ou vers les touristes ou vers les professionnels du territoire, justement pour que, avec l'ensemble de ces acteurs-là, on arrive à avoir suffisamment d'utilisation du service pour atteindre, on l'espère, l'équilibre économique. Justement, par rapport à notre modèle économique, dans les métropoles, comme M. Dreher le disait en début de présentation, on a justement un système qui est aujourd'hui équilibré et qui peut même être profitable, justement grâce à la stabilité des usages et une mixité d'usages naturels. Donc, parce que la majorité des clients qui utilisent l'autopartage le font comme si c'était leur véhicule personnel. Donc, nos utilisateurs vont utiliser le véhicule à une fréquence assez régulière. Et donc, nous, ça nous permet en fait à tous les mois d'avoir relativement le même nombre d'utilisations qui nous permet justement d'arriver à un équilibre. Or, dans les petites villes, comme je vous disais, les utilisations sont plutôt volatiles. Donc, c'est plutôt des périodes de très forte utilisation lorsque quelqu'un utilise l'autopartage en période transitoire. Et donc, on va avoir parfois des pics d'usage et ensuite qui vont rebaisser totalement parce que cette personne-là, finalement, va avoir acheté une voiture et va arrêter d'utiliser l'autopartage. Donc, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment cette volatilité des usages qui fait en sorte qu'à ce jour, on n'a pas encore un équilibre sur les plus petites villes. On est encore en train de trouver des façons justement d'acquérir cet équilibre. Et donc, encore aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un soutien financier pour pouvoir développer l'autopartage dans les zones moins denses. Il y a également plusieurs défis d'implantation, donc d'autres enjeux en fait qui rentrent en compte pour pouvoir implanter l'autopartage dans les zones moins denses, dont notamment un qui peut paraître banal, mais qui nous a vraiment préoccupés dans les villes dans lesquelles on s'est développé, et c'est justement par rapport au type de véhicule qui sera mis sur place. Donc, comme je vous l'expliquais en début de présentation, chez Cities, en fait, on a tendance à avoir une variété de la gamme. Donc, on a à peu près 80% de notre gamme de véhicules qui est composée de petites citadines pour justement permettre des déplacements du quotidien. Mais on a également une partie de notre flotte qui est composée de véhicules plus spacieux et plus grands qui peut servir des utilisations plus spécifiques. Or, quand on s'implante dans une zone peu dense, en fait, la majorité des personnes qui vivent dans ces zones ont déjà un véhicule type citadin pour leur déplacement quotidien. Donc, ils ont plutôt besoin d'avoir accès à un utilitaire ou un véhicule plus spacieux. Or, quand on met des véhicules plus spacieux et donc plus grands et donc plus coûteux dans une zone peu dense, en fait, elles ne correspondent pas nécessairement aux attentes des personnes qui veulent juste faire un déplacement standard. Et donc, on voit que le véhicule qui est plus grand ne répond pas nécessairement aux besoins non plus. Donc, pour nous, c'est vraiment une question auquel on est confronté, en fait, parce qu'ils ne semblent pas avoir de véhicules qui semblent répondre à l'ensemble des besoins potentiels dans les zones peu denses. Un autre enjeu en fait, auquel on a été confronté, notamment avec les différentes périodes liées au confinement, c'est des pannes qui sont plus fréquentes en zone peu dense.
notamment à cause de cette volatilité des demandes. Donc, il se peut qu'il y ait plusieurs journées, voire une semaine, sans qu'il y ait aucune utilisation sur le véhicule, ce qui fait en sorte que selon le type de véhicule qui est en place, on a des pannes de batterie et donc nous, on doit intervenir plus fréquemment et donc forcément, ça résulte en des coûts d'entretien qui sont plus élevés et de notre côté, on doit intervenir plus fréquemment. Donc, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus efficace au niveau de l'intervention. Finalement, un dernier point sur l'équilibre économique, en fait. Donc, en métropole et dans les villes moyennes, on considère que ça peut nous prendre jusqu'à 6 à 10 ans de trouver l'équilibre économique, qui se situe à peu près à 1 000 € hors taxe par mois par véhicule. Donc, c'est vraiment pour arriver à ce 1 000 € de chiffre d'affaires par mois qu'on considère qu'on a pu payer l'ensemble des frais liés à la gestion du service d'autopartage. Donc, en bas de 1 000 €, nous sommes en perte, en fait. Et donc, aujourd'hui, on est toujours à la recherche de cet équilibre dans les petites villes. On n'a pas encore assez de recul dans les petites villes où on s'est implanté pour pouvoir statuer sur le fait si c'est possible ou non. Parce qu'encore une fois, il y a cette question de la volatilité des usages qui fait en sorte que c'est très difficile pour nous d'avoir des prévisions, de savoir si un jour on arrivera à atteindre l'équilibre naturel grâce aux utilisations des clients. Donc, justement, pour finir sur une note un peu plus positive, face à ces enjeux et ces questions, qu'est-ce qui peut être mis en place pour justement assurer une certaine réussite du projet? Donc, premièrement, chez Cities, on a vraiment une volonté de proposer une offre qui est tout compris. Donc, on est très, très impliqués dans le projet. Donc, faire affaire avec Cities, en fait, nous, on propose plusieurs services pour assurer la réussite. Donc, forcément, quand on s'implante dans une nouvelle ville, on fournit le véhicule et la station. Donc, on s'occupe de créer ça. On fournit également tout ce qui est technologie liée à l'autopartage, donc le lecteur sur le pare-brise, le clavier et tout le logiciel informatique derrière pour justement faciliter le recours au service. On a également une équipe technique qui est basée sur Strasbourg et qui est mobile sur toute la région Grand Est, qui effectue le nettoyage et l'entretien. Donc, ça, c'est vraiment tout à notre charge. On a également justement les outils informatiques, donc notamment notre appli mobile qui permet des réservations simples, faciles et qui est utilisée sur l'ensemble du réseau national, en fait. Donc, lorsqu'on crée une nouvelle station sur un territoire, elle a accès à tous les mêmes outils que sur le reste de notre réseau. On a également une équipe commerciale et une équipe de communication et de développement qui assure justement le service à la clientèle. Donc, en fait, on procède nous-mêmes à la validation des inscriptions, aux réclamations, aux services clients. On est également présent sur le territoire pour faire des démonstrations, pour participer à des événements, etc. Donc, on a vraiment une équipe qui est très ancrée au niveau territorial. On a également, lorsqu'on s'implante dans une nouvelle ville pour assurer la réussite, on fait plusieurs actions de communication, donc une personnalisation des outils par rapport à la nouvelle ville et une diffusion de cette annonce sur notre site web. On s'occupe également de la publicité, donc on fait une multitude de publicités réseaux sociaux ciblées sur ce nouveau territoire. Et on est également présent pour participer à de nombreux événements et animations sur le territoire, justement pour bien communiquer sur le service et s'assurer d'être connu par les habitants. On s'occupe également de faire une prospection parce que, comme je le mentionnais, dans des plus petites villes, c'est important pour nous de se faire connaître et d'aller chercher une panoplie d'acteurs qui pourraient utiliser le service. Donc, nous, on s'occupe de faire également une prospection auprès des professionnels du territoire. Concrètement, comment est-ce que la collectivité peut nous appuyer, ou en tout cas, quel est le rôle de la collectivité à avoir pour le développement de l'autopartage? En fait, nous, on travaille étroitement avec la collectivité parce que c'est elle qui connaît son territoire, c'est elle qui connaît les enjeux et les besoins pour ses habitants. Donc, généralement, on co-construit le périmètre avec la collectivité qui nous appuie justement pour nous dire où serait le lieu le plus susceptible de fonctionner. Et également, un facteur clé de la réussite du projet, c'est vraiment si la collectivité devient un des premiers clients du service. Donc, je le mentionnais tout à l'heure pendant la présentation. Pour nous, ça apporte plusieurs bénéfices, donc notamment, ça crée de la visibilité. Donc, si le véhicule circule sur le territoire, il va être vu par les habitants et donc ça va donner une notoriété au service. Ça permet également d'éviter des pannes de batterie. Donc, forcément, si la collectivité utilise le service,
il y a une certaine stabilité des usages et donc ça nous aide, nous, du côté de la gestion du véhicule. Et également, ça permet à la collectivité de montrer l'exemple et de répondre à leurs propres besoins de mobilité en remplaçant en fait leur flotte interne par le recours à l'autopartage. Donc ça, c'est vraiment un rôle clé que peut avoir la collectivité pour la réussite du projet. Ensuite, ce qu'on a constaté dans les plus petites villes, c'est que la collectivité, en fait, a vraiment un rôle de soutien, en fait, dans tout ce qui est communication. Donc, nous, forcément, on communique également, comme je vous présentais précédemment, mais c'est vous qui connaissez vos habitants et votre territoire. Donc, on travaille étroitement avec la collectivité pour qu'elle également diffuse auprès de ses habitants l'actualité, en fait, sur le projet d'autopartage via leurs réseaux sociaux, mais également via des outils qui pourraient être conçus pour présenter l'autopartage à leurs habitants. Par exemple, des documents de guide de la mobilité, etc. Finalement, je voudrais conclure sur une ouverture par rapport à notre offre, en fait. Donc, sans rentrer dans un budget fixe, je voudrais juste vous dire qu'en fait, chez Cities, on fonctionne vraiment sur un projet collaboratif. Donc, nous, ce qu'on propose aux communes avec lesquelles on travaille, c'est vraiment de construire une offre sur mesure, donc vraiment selon les besoins de votre territoire. Donc, ce qu'on fait avec tout nouveau territoire, c'est d'abord de faire l'état des lieux et d'identifier vos besoins, identifier les objectifs de l'implantation de l'autopartage. Et ensuite, on définit ensemble le soutien financier qui est nécessaire au projet. Donc, ça va vraiment dépendre de plusieurs facteurs. Donc, c'est pour ça que je vais éviter de dire des chiffres parce que ça peut vraiment dépendre de plein de facteurs, dont le type de territoire, l'offre en transport alternatif sur place, le type de véhicule qui sera choisi. Donc, est-ce que c'est un véhicule à essence, véhicule électrique? Est-ce que c'est un petit véhicule ou un véhicule utilitaire? Donc, forcément, ça va avoir un impact sur le coût. Et ça va également dépendre de l'apport en fait que la communauté est prête à nous apporter. Donc, est-ce qu'elle s'engage à utiliser le service? Est-ce qu'elle peut potentiellement nous donner un véhicule? Donc, ça c'est quelque chose qui peut s'imaginer. Donc, si la collectivité a une flotte de véhicules qu'elle utilise très peu, peut-être qu'une partie de cette flotte-là peut être mise en autopartage. Donc, ça, c'est vraiment des projets qui peuvent être montés ensemble selon vos besoins et selon vos ressources. Et donc, de façon générale, nous, ce qu'on demande, c'est à peu près plus ou moins 10 000 € par année par véhicule. Donc, ça, c'est ce qu'il nous faut minimalement pour pouvoir offrir le service. Mais comme je disais, tout va dépendre de ce que vous êtes prêts à avoir avec nous. Et donc, ensuite, on collabore pour la mise en place du projet pour pouvoir ouvrir la station dans la nouvelle ville. Donc, c'était tout pour moi et je vous remercie pour l'attention et je passe la parole au prochain présentateur. Merci. Merci Elisabeth pour cette présentation touffue de Cities. On remarque bien que sur les petites villes, c'est vraiment un sujet qui a du potentiel, qui est compliqué. Donc, il y a vraiment la nécessité d'avoir un travail fin de terrain et aussi de tester des choses. On n'en a pas parlé au cours, moi j'en ai pas parlé au cours de mes propos introductifs, mais sur les petites villes de demain, on est vraiment sur une petite dimension. Quand on intervient, c'est vraiment de la dentelle. Dans les grandes villes, le transport public, je suis sur Mulhouse par exemple, créer du tramway, une ligne de tramway, ça coûte très cher, c'est très technique, mais c'est maîtrisé. Et on sait où sont les habitants. Dans les petites villes de demain, dans les territoires peu denses, on en a un petit peu de partout, avec des habitudes de déplacement très différentes. Et du coup, il faut naviguer dans un contexte compliqué. Et ça fait un peu la transition avec la présentation de M. Philippe Arnoux, que je remercie pour son intervention. Et je vais partager votre présentation. Vous me ferez un petit signe, vous me direz la diapo suivante quand je devrais passer à la diapo suivante. Monsieur Arnoux, à vous la parole.
Bonjour à tous, je suis Philippe Arnoux, vice-président du PETR du Pays du Lunévillois en charge de la mobilité. Et je suis également président de la communauté de communes de Vesoul-en-Piémont, donc qui est à l'est du territoire et qui est l'une des communautés de communes les moins denses précisément, puisque c'est le sujet du jour. C'est vrai que vous avez vraiment fait une bonne transition parce que dans le contenu de ma présentation, bien, il y a l'offre de mobilité du Pays du Lunévillois en général et vous allez voir qu'elle est abondante mais avec des réussites, parfois des échecs ou des demi-réussites. Donc, on va en parler. Alors, le territoire du Pays du Lunévillois, vous voyez, il est composé de 159 communes et de 80 000 habitants à peu près. Et il est structuré par une ville qui est Lunéville, voilà, qui n'est pas forcément au centre et qui est à l'ouest du territoire, qui se situe à peu près à 35 km de Nancy. Et puis une petite ville qui est Baccarat au sud-est, hein, et une petite agglomération assez proche de Lunéville que sont Blainville et Dame-le-Vière. Et ailleurs, sur le reste du territoire, hein, en fait, ce sont des bourgs. Alors, dans le Pays du Lunévillois, il y a 3 petites villes de demain. Blainville-Dame-le-Vière, enfin, qui est traitée comme une seule ville, Baccarat et Cirey-sur-Vesouse. Voilà, alors qui ont des typologies totalement différentes, puisque Cirey, c'est le vrai centre-bourg rural, tandis que les autres, Baccarat est déjà une petite ville, et Blainville et Dame-le-Vière, une agglomération plutôt urbaine. Une partie ouest du territoire qui est assez dense, hein, donc une densité moyenne qui ne veut pas dire grand-chose à l'échelle du pays, puisqu'on a une densité de l'ordre de 25 habitants pour les communautés de communes de Vesoul-en-Piémont et du Sanon au nord, et on est plus près de 100 pour la partie ouest du territoire, donc autour de Lunéville, de Blainville-Dame-le-Vière et le long de la vallée de la Meurthe. Voilà, on peut passer à la suivante, je pense. Alors, le temps que ça arrive jusqu'à moi, je pense que il doit y avoir un décalage. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez. Ça y est, voilà. Alors, le Pays du Lunévillois est devenu AOM au 1er janvier 2018, mais il avait déjà des habitudes de travail sur la mobilité, puisque vous voyez, en 2012, 2015, enfin en 2011, on avait été labellisé pôle d'excellence rurale sur des sujets de mobilité et en particulier la mise en place, ou plutôt l'accompagnement d'un garage solidaire, la mise en place d'aires de covoiturage et surtout la reprise du transport à la demande qui était un peu organisé par le département à l'origine, donc qui s'appelle Tedibus dans notre territoire. Et en 2018, donc on a choisi d'être c'était pas AOM mais AOT à l'époque, je crois. Ça s'appelait encore AOT, parce qu'on pensait que travailler la mobilité dans cet espace avait du sens. Donc, pour vous donner à peu près les dimensions du pays, on est sur une distance de 50 km est-ouest et 40 nord-sud à peu près. Et les effets frontières en termes de mobilité sont un peu dévastateurs, hein. Je suis aussi vice-président mobilité à la Multipole Sud-Lorraine et on essaye aussi de travailler à cette échelle la mobilité, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de repousser les frontières pour que le travail soit pertinent. Donc, en 2018, nous devenons AOM avec la mise en place d'un versement en transport, versement mobilité de 0,6%. Donc, on va voir à qui ça s'adresse sur la slide suivante, je pense.
qui s'adresse aux entreprises de plus de 11 salariés. Alors, le versement mobilité était déjà appliqué sur la communauté de communes de Lunéville, mais pas sur les autres communautés de communes. Donc, le pari politique, ça a été de dire, d'accord, on l'étend à l'ensemble du territoire, mais il faut également que ça profite au reste du territoire et pas simplement à Lunéville et à sa périphérie. En plus, comme on commençait à avoir des difficultés financières sur la gestion du Tédibus, c'était un moyen donc du transport à la demande qui s'adresse plus au milieu rural. Donc, c'était un moyen de pouvoir retrouver des ressources pour assurer la gestion du transport à la demande. Et surtout, ça nous a permis d'expérimenter un tas de nouvelles choses qu'on va voir si on passe à la vue suivante. Voilà, en 2019, le territoire a été labellisé France Mobilité pour lancer des expérimentations. Et on a lancé un certain nombre d'expérimentations. Certaines ont été un peu différées. Donc, la mobilité de domicile-travail avec Klaxit. La mobilité solidaire, j'en parlerai avec Mobicop et Réseau Pouce, l'autopartage avec Clem et l'autostop organisé avec Réseau Pouce. Bon, Mobicop et Réseau Pouce ayant fusionné, c'est beaucoup plus facile pour nous puisqu'on travaille les sujets de covoiturage, quel que soit le type de covoiturage, avec le même interlocuteur. Donc, si on peut passer à la vue suivante. Alors, en termes de transport en commun, le territoire est assez bien irrigué, mais vous voyez avec des zones blanches, et on a toujours, évidemment, comme dans beaucoup de territoires peu denses, le sujet du dernier kilomètre, et là c'est souvent le sujet même des 20 derniers kilomètres. Donc avec 3 lignes fluo qui desservent le territoire, qu'on voit sur la carte. Et on voit en fait qu'il y a une espèce d'orientation est-ouest, puisque à l'est, on est adossé au massif du Denon, donc en gros à la montagne, et les flux de déplacement vont beaucoup vers l'ouest, donc Lunéville, la ville structurante du territoire, puis au-delà vers Nancy, donc plus à l'ouest. Donc historiquement, on a toujours eu ces flux qui suivent la vallée de la Meurthe. Et on a 2 lignes de chemin de fer. Je ne sais pas si oui, on les voit, je ne vois pas très bien. On a 2 lignes de chemin de fer, enfin 2 vraies lignes de chemin de fer, qui sont la ligne qui dessert Baccarat, Raon-l'Étape, Saint-Dié, là voilà, qu'on voit au sud-est, et la ligne vers le nord qui dessert, c'est la ligne Nancy-Strasbourg, qui passe aussi dans le territoire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un maillage intéressant, donc qui traverse vraiment le pays quand on parle de la ligne Nancy-Saint-Dié, et puis qui est un peu en marge du pays du Lunévillois quand on parle de la ligne Nancy-Strasbourg au nord. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour la suite, en tout cas pour le travail qu'on a l'intention de mener. Alors, l'une de nos premières actions a été d'aménager les gares, puisqu'on a décidé collectivement de mener ces travaux. Et les travaux qui ont été réalisés aujourd'hui, c'est les gares de Bayon, de la Ronque-Saint-Clément et de Baccarat. La gare de Lunéville, ce n'est pas nous qui avons porté l'aménagement. Alors, quand on parle d'aménagement, évidemment, c'est tout ce qui permet de se parquer.
comme on dit au Canada, je suppose, et puis de garer son vélo, enfin, en faire un lieu d'intermodalité facilitant le report modal. Et les études que nous lançons actuellement vont concerner la gare d'Igné-Havricourt et la gare de Dame-Levière. Pour vous donner un ordre d'idée, la gare de Dame-Levière, c'est 200 000 passagers par an, donc c'est très important aussi pour le territoire. Voilà, on passe au suivant. Donc, un réseau urbain, ce qui nous a permis de lever le versement mobilité, puisque pour pouvoir le lever, il faut avoir un transport en commun géré à l'intérieur du territoire. Donc, c'est le cas avec le transport urbain à Lunéville qui s'appelle l'UNEO. Avec un gros travail sur les horaires, sur le cadencement et surtout sur les liens avec les trains en gare de Lunéville, puisqu'il y a notamment des arrêts TGV à la gare de Lunéville, donc ce qui est extrêmement intéressant aussi pour le territoire. Une application qui permet de connaître le trafic en temps réel. Et on passe à la slide suivante, parce que sur le Néo, simplement, je ne vais pas m'attarder, sauf sur les prix. Donc, on voit les deux lignes qui traversent Lunéville, et où on est encore déjà en train de retravailler sur une modification, voire une prolongation de certains circuits, puisque en quelques années, à Lunéville, certains secteurs sont devenus des secteurs de travail qui n'existaient pas, puisque d'anciennes zones ont été réhabilitées, des entreprises s'y sont installées. Donc, on est en train de lancer un travail là avec un comité d'usagers pour restructurer les lignes. Donc là, vous avez les tarifs qui s'affichent pour information. On peut passer au slide suivant. Alors, le transport à la demande Tedibus est organisé en 4 zones sur le territoire du pays, donc avec un fonctionnement qui nécessite qu'on réserve la veille avant 16 heures pour pouvoir l'utiliser. Et surtout, ce qui est assez peu lisible pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser, c'est que cela se fait selon des destinations prédéfinies à l'avance. C'est-à-dire que, par exemple, dans un territoire, vous pourrez vous rendre à Baccarat le lundi, à Sirel mardi, à Lunéville le mercredi. Si vous voulez aller à Lunéville le lundi et que ce n'est pas prévu, ce n'est pas possible. Donc, on est entre la ligne régulière et le transport à la demande, avec en plus une contrainte qu'on va lever parce que ça nous paraît être une contrainte vraiment qui est pénalisante, c'est la nécessité d'être 2 au minimum pour pouvoir réserver sa ligne. Donc ça, on va lever ça dans les semaines qui viennent, puisque ça aussi, c'est très peu lisible, parce que imaginez, vous appelez la veille à 15 heures et on vous dit, mais attendez, on attend de voir si on a un deuxième passager avant de vous dire si vous pouvez faire le trajet. Donc, on pense que ce n'est pas du tout pertinent. On va lever ce veto et surtout, on va faire un gros travail sur les lieux à desservir, puisque toute notre politique des années qui viennent, ça va vraiment être de travailler sur le report modal vers des axes, vers les gares, vers des lignes structurantes, puisque si on veut vraiment réduire l'usage du véhicule thermique tout au moins, c'est le seul moyen de s'en sortir selon nous. Voilà, on peut passer au suivant, s'il vous plaît. Alors, on a installé des aires de covoiturage sur tout le pays, donc il y a quelques années déjà, avec une aire principale à proximité de Lunéville. On va vite passer aussi, alors qui servent. Il y a un bon niveau de covoiturage sur le territoire. On parle bien de covoiturage spontané. Et puis, les fameux véhicules en autopartage qui s'appellent Lulu.
dont on a beaucoup parlé. Donc là, il s'agit d'un parc de 42 véhicules qui a été acquis par l'une des communautés de communes, donc par la communauté de communes du territoire de Lunéville-à-Baccarat, mais que le pays gère dans sa compétence AOM. Donc c'est une architecture un peu compliquée. L'investissement a été fait par la communauté de communes et c'est le pays qui a les emmerdes derrière, si je puis le dire comme ça. Parce que les difficultés qu'a présenté Madame McDonald sur l'équilibre économique, sur un certain nombre de problèmes de batterie, etc., on le connaît aussi. Donc, ce sont vraiment des problèmes tout à fait concrets. Donc, 42 véhicules avec 42 stations, autrement dit, toutes les communes de la communauté de communes du territoire de Lunévillois ont été équipées en voitures électriques, donc ce sont des OE électriques, donc qui sont en charge chacune sur une borne, une double borne sur laquelle un autre véhicule peut se charger. Donc ça a été vraiment un effort extrêmement important qui a été fait par la communauté de communes donc il y a 2 ans, avec on va dire un succès un peu mitigé, puisque il y a des lieux où ça fonctionne très bien, et puis il y a des lieux où ça ne fonctionne pas du tout. Et curieusement, ça ne dépend pas forcément de la population des villages équipés, puisqu'il y a des villages de 150 habitants où le véhicule est vraiment utilisé, et puis d'autres plus gros où il est très peu utilisé. Alors, moi, j'essaie d'analyser les freins. Tout le monde ne sait pas encore conduire un véhicule électrique. Même vous prêtez une voiture automatique, je parle d'un véhicule thermique, à un ami, va vous dire que ça lui fait peur de le conduire. Donc, il y a vraiment l'apprentissage de l'usage. Il y a la peur de la panne, encore aujourd'hui, de la panne électrique. Enfin, il y a des tas de... voilà, il y a pas mal de freins. Alors, on l'a organisé quand même en nommant un référent dans chaque village, quelqu'un qui est volontaire pour pouvoir passer la main à quelqu'un qui voudrait l'essayer, qui a un peu peur de l'utiliser. Et puis surtout, évidemment, les Lulus sont installés au début du premier confinement. Donc, autant vous dire que ça a été un peu compliqué. Et puis en plus, comme elles n'ont pas tourné pendant plusieurs mois, après, il y avait des pannes de batterie. Enfin, voilà, ça a été, la mise en route a été un peu difficile. Donc, je suis convaincu que là, dans les mois qui viennent, on va voir une utilisation exponentielle des véhicules, mais la leçon, c'est qu'il y a réellement un accompagnement important, individuel, à faire pour les usagers. On peut continuer. Alors là, on vous indiquait les tarifs. Vous voyez que les tarifs sont extrêmement faibles, puisque on a des tarifs qui sont, je ne les vois plus, qui sont, j'arrive pas à les lire, mais un tarif abonné avec un abonnement individuel de 5 € par mois, c'est 3 € une heure, 4 € 2 heures, et puis à partir de la 4e heure, 1,50 € de l'heure. Autrement dit, inutile de prendre votre véhicule quand vous habitez dans le Lunévillois. Il faut absolument prendre une Lulu. En parallèle, le pays a installé des bornes de recharge électrique dans les autres communes du pays de Lunévillois, en dehors de la communauté de communes du territoire de Lunéville-à-Baccarat. Et on prévoit d'implanter une dizaine de bornes aussi supplémentaires cette année. Là, on peut passer à la page suivante. En matière de déplacement cyclable, on est en train de lancer un schéma directeur, enfin une étude sur un schéma directeur cyclable. Donc, en raisonnant
sur des axes structurants qui pourraient traverser l'essentiel du pays, est-ouest et nord-sud, et qui serait structurant pour tout le pays, des lieux, des gros centres commerciaux, enfin, de manière à pouvoir ensuite, éventuellement, porter nous-mêmes les aménagements, quand je dis le pays, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe absolument pas des déplacements à l'intérieur des communes, mais vraiment à l'échelle du pays du Lunévillois. On peut passer au slide suivant si je veux rester dans les temps. Alors, une agence de mobilité physique à la gare de Lunéville, plus un numéro de téléphone unique pour tous les services de mobilité, quels qu'ils soient. Donc, un numéro de téléphone accessible du lundi au samedi de 8h à 18h. Donc, c'est une offre, je pense, intéressante pour un territoire rural. Et là, le but, c'est que l'interlocuteur qui répond au téléphone puisse vous donner toutes les solutions de mobilité ou la solution la plus commode ou le meilleur rapport qualité-prix pour vous rendre d'un point à un autre. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, quelques exemples de coûts. Je pensais que c'était intéressant de pouvoir le mettre. Donc, un aménagement de gare, par exemple, de Baccarat, donc 481 000, et autofinancement pour la collectivité 106 000 € avec tous les financements. Réseau Pouce, donc qu'on est en train de mettre en place, mais je ne l'ai pas vu avant, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'il apparaît après. 60 000 € d'investissement et on va le voir, environ 22 000 € par an pour le fonctionnement. Le Tedibus, 165 000 € d'investissement et un autofinancement à hauteur de 20%. Ça, ce sont des exemples d'investissement. Et pour les bornes, le reste à charge a été de 35%. Là, on peut continuer. Des exemples aussi de planning où on voit sur l'aménagement de la gare de Baccarat, par exemple, fin 2019, début de la consultation pour le chantier, et puis inauguration le 3 novembre 2021. Et pour la mise en place de réseau Pouce, on a commencé en juin 2021 la signature de la convention avec Réseau Pouce et on va pouvoir mettre en place au deuxième semestre 2022 l'autostop organisé et le covoiturage organisé avec Réseau Pouce. On passe au slide suivant. Pareil, d'autres exemples, on va vite passer si vous voulez bien. Alors, là, c'était pour vous donner un peu une idée de nos budgets. Donc, un taux de versement de mobilité de 0,60%. Ça représente pour notre territoire donc, un peu moins de 80 000 habitants, entre 1,5 million et 1,7 million de recettes. En face, 160 000 € de masse salariale sur le budget mobilité. Le coût de la délégation de services publics pour le transport urbain de Lunéville, c'est 825 000 €. Donc, vous voyez un peu plus de la moitié du budget mobilité. Le coût du TAD, c'est 210 000 € et 22 000 € de recettes passagers. Il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire un peu plus de 10%, plus une aide de la région. On peut passer au suivant. Et là, je pense que l'intervenante précédente va être intéressée sur notre budget concernant les véhicules en autopartage hors amortissement, réparation des véhicules et consommation électrique des bornes. Donc, vous voyez, on arrive à peu près à 4 000 € par an et par véhicule. Donc voilà, en gestion, en régie, par nos soins, voilà à peu près à quoi on arrive. C'est-à-dire que
quand Madame McDonald parle de 10 000 euros par an par véhicule, on comprend bien, puisque là, on ne parle pas du tout de l'acquisition des véhicules dans ce budget. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment. Je pense que notre agent a fait sauter des slides puisqu'on n'a pas du tout parlé de réseau pouce, mais voilà, ça va me permettre d'en parler. Donc, à partir de cette année, on met en place un service via Réseau Pouce Mobicop qui va se décliner selon 3 modes. Et ça me paraissait intéressant de le présenter comme ça, puisque là, on va vraiment parler des besoins et qu'est-ce qu'on met en face des besoins. Donc, d'une part, l'autostop organisé, qui ressemble un peu à ce qui nous a été présenté sur la vallée de Kaisersberg, mais avec une énorme différence, c'est que quand on est dans un territoire de vallée, il est assez facile de mettre en place du covoiturage qui ressemble à une ligne régulière, hein, puisqu'on a l'effet vallée. Dans un territoire multipolarisé ou en étoile, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas, tous les flux viennent de partout et utilisent un peu toutes les routes. Donc, il nous paraissait plus pertinent par rapport à notre territoire de mettre en place de l'autostop organisé et du covoiturage qui fonctionne un peu de la même façon, sauf que soit on se met un emplacement physique, soit on utilise l'application donc de covoiturage réseau pouce. Et là, on est vraiment dans la réponse aux besoins de déplacement de proximité. Deuxième axe, Réseau Pro qui va remplacer Klaxit, puisqu'on avait mené une expérimentation avec Klaxit qui ne nous convainc pas, parce que Klaxit, c'est un modèle trop urbain pour notre territoire. Donc, on est en train de mettre en place Réseau Pro, du déplacement domicile-travail qui est du covoiturage normal, sauf que nous aidons le covoitureur financièrement. Et puis enfin, réseau solidaire que nous allons expérimenter, où là, on met en rapport des chauffeurs, des conducteurs bénévoles et des personnes fragiles, enfin, pour des besoins de déplacement qu'on va nous-mêmes identifier. Et à ce moment-là, c'est nous qui prenons en charge, nous, collectivités, une grande partie du coût du déplacement pour le conducteur bénévole. Voilà. Et pour terminer, donc l'objectif essentiel et donc vers quoi on va, c'est, je pense, et surtout compte tenu de ce qu'on vit en ce moment, il faut absolument qu'on puisse venir en aide à nos concitoyens. Alors, il y a des choses qui marchent, je le disais, des choses qui marchent beaucoup moins bien. Il faut pas. Vous parliez de dentelle, Monsieur Dreher, c'est exactement ça. Dans nos territoires, on est obligé de raisonner en bouquet de services, de tenter des choses, de renoncer, de corriger, de communiquer énormément communiquer dans nos territoires ruraux. Donc là, sur cette dernière slide, on voit un peu quels sont nos projets là, dans les mois qui viennent. Et puis, en ce qui concerne Petite Ville de demain, puisque notre territoire en porte 3, je pense vraiment que le sujet de la mobilité peut servir les petites villes de demain. Parce qu'en général, les petites villes de demain, soit ont une gare, soit ont un réseau de bus fluo structurants. Et notre enjeu, c'est pour pouvoir faire du report modal vers ces axes. Et donc, ces petites villes, ces bourgs peuvent redevenir un peu ces centralités rien que par le report modal. Et je trouve que c'est un enjeu extrêmement important, y compris dans l'animation des petites villes de demain. Et quand je parle de report modal, hein, je parle de tout. C'est en voiture, hein, on vient en voiture pour prendre le train.
C'est à vélo, c'est-à-dire la piste cyclable qui permet d'accéder à la petite ville. C'est évidemment les services de covoiturage. Enfin, ce sont vraiment tous ces sujets qui peuvent dynamiser les petites villes par l'irrigation des territoires qu'elles structurent autour. Voilà, merci beaucoup. J'étais très long. Merci beaucoup. Non, pas du tout. C'était passionnant. On a une vision à grande échelle. Et moi, mon sentiment pour les petites villes de demain, d'une façon générale sur la mobilité, il y a un réel enjeu à travailler vraiment à plusieurs échelles. À l'échelle de la proximité, où là, on touche directement à l'espace public, à la qualité urbaine, au vélo, à la marche à pied. Et après, on a l'échelle du bassin de vie qui connecte en fait tous les espaces périphériques de nos PVD, nos bassins de vie, au rôle de bourg-centre qu'occupe la petite ville de demain. Et du coup, il faut, dans les approches, à mon sens, vraiment faire ce travail de gymnastique par rapport à ces petites villes de demain. Donc voilà, je vous remercie pour toutes ces interventions. Au niveau du chat, alors, on a quelques questions, notamment de Marie-Sophie. Donc, concernant Covoitici, donc c'est une question à destination de Romain. Avez-vous connaissance du genre des utilisateurs? Par exemple, est-ce qu'on a plus de femmes utilisant ce service que d'hommes, ou on n'a pas d'éléments? Moi, je peux donner juste un élément sur le covoiturage en général. Dans le sud Alsace, on avait fait une enquête auprès des covoitureurs au niveau des aires et le résultat était sans appel. On avait 70% d'hommes contre 30% de femmes. Et ce qu'on remarquait, c'est que les covoitureuses covoituraient entre elles. Il n'y avait pas de mixité. Romain, je ne sais pas si vous pouvez apporter des éléments de réponse. Alors non, malheureusement, je n'ai pas de statistiques particulières. Je sais qu'on a des demandes de femmes et d'hommes confondus, mais avoir des statistiques précises, on n'en a pas encore, malheureusement. Par contre, je suppose qu'une des questions sous-jacentes, c'est la question de la sécurité pendant le covoiturage. Et une des façons dont on a traité ça, c'est, enfin, dont l'entreprise, pour le coup, Ecov traite ça, c'est que donc, quand vous montez en voiture, quand vous montez à bord d'un véhicule, vous échangez un code. En fait, le code conducteur a un code qui lui est propre et le donne au passager. Le passager le rentre dans l'application ou l'envoie par SMS auprès de la plateforme. Et donc, dès que vous rentrez dans la voiture, on sait qui roule avec qui. Voilà, donc ça permet de sécuriser d'une certaine façon le trajet. Pareil, ils sont aussi en train de mettre une place, une sorte d'appel d'urgence en cas de souci entre conducteurs et passagers. Donc voilà, la sécurité dans le covoiturage, c'est quelque chose qu'on essaye de regarder de près. Merci pour ces éléments de réponse. Monsieur Arnoux, vous souhaitiez compléter? Oui, je ne fais que répéter la communication de Réseau Pouce. En ce qui concerne Réseau Pouce, plus de la moitié des covoitureurs seraient des femmes. Alors, je rappelle que Réseau Pouce, il y a une inscription préalable, à la fois des covoiturés et des covoitureurs. Et d'ailleurs, même, on peut être les deux, évidemment. On peut être un jour covoitureur, un jour covoituré. Mais en tout cas, je sais qu'eux le disent, plus de la moitié de leurs covoitureurs sont des femmes. Merci pour cette précision. C'est vraiment intéressant, effectivement, parce qu'on remarque que quand on sécurise, je dirais, entre guillemets, le déplacement en covoiturage, quand il y a une confiance, on a plus de mixité que sur un système ouvert. Par exemple, sur les aires de covoiturage, c'est plus des collègues de travail qui s'organisent et qui se regroupent. C'est vraiment quelque chose qu'on voyait fortement au niveau de notre territoire. Il y avait également une autre question, qui est destinée à Romain. C'est en complément, pouvez-vous nous en dire plus sur le financement via les CEE? Est-ce disponible en région ou seulement côté Alsace?
Alors, malheureusement, c'est plus disponible. Alors, en fait, du coup, les CE sont disponibles au niveau national. Là, c'était un CE, un contrat d'économie d'énergie particulier qui s'appelait l'ICOV, pour ligne de covoiturage. Donc, du coup, c'est géré auprès d'ECOV directement. Donc, nous, on n'a aucun dossier particulier à remplir. Tout passe par eux. Donc, on n'a rien à s'occuper de ce côté-là. Par contre, en tout cas, celui qui est en place actuellement se finit cette année. Donc, il est même fini là en cours d'année. Donc, je ne sais pas s'il sera prolongé, s'il sera possible d'en profiter pour de nouvelles créations de lignes. Mais c'est un financement au niveau national. Enfin, c'était un financement au niveau national. Ok, donc merci pour cette précision. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser. Alors, moi, j'en ai une qui s'adresse à Cities, à Elisabeth. Est-ce qu'on a des exemples de déploiement d'autopartage dans les zones peu denses? Et je pense notamment à des exemples étrangers, où par exemple en Suisse, on a quand même un maillage assez fin de voitures en autopartage. Je crois que c'est Mobility là-bas, même dans des secteurs un peu moins denses, mais en lien avec les gares. Et c'est assez intéressant parce que c'est ce que disait tout à l'heure M. Arnoux. En fait, les gares peuvent jouer un rôle important, notamment au niveau de nos PVD. Donc, je ne sais pas s'il y a des réflexions ou si vous inspirez d'exemples étrangers à ce sujet. Merci pour votre réponse. Merci pour la question. Je ne prononcerai pas nécessairement sur des cas à l'international, parce que voilà, c'est pas nécessairement des dossiers que je suis à proprement dit. Par contre, nous, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé vu le temps restreint de ma présentation, mais nous, on est vraiment on est très présent en fait dans les gares. Donc, au niveau de la région Grand Est, on est présent dans une vingtaine de gares. Et effectivement, on joue beaucoup sur ces espaces-là parce que justement, puisqu'on est un complément aux solutions de transport en commun, on voit justement une complémentarité entre l'utilisation du train et les voitures cities. Et donc, dans les régions moins denses, une des premières stations qu'on implante en fait, et pas juste pour les régions moins denses, mais également pour des villes standards, on va toujours mettre la première voiture en gare, justement, parce que nous, d'un côté, ça nous permet d'avoir une garantie qu'il y aura minimalement des utilisations dès le lancement du projet, parce que justement, ça sera nos clients cities provenant de d'autres villes qui vont se mettre à utiliser cette voiture-là lors de leur déplacement dans ces villes-là. Et on le voit justement il y a 2 ans, on a lancé à Sarrebourg et Épinal, certes qui ont un peu plus de 10 000 habitants, mais on a vu que dès la première semaine qu'on a lancé, on avait déjà des utilisations parce que justement, ça répondait à un besoin qui était exprimé, notamment des professionnels qui se déplacent beaucoup sur le territoire. Après, un autre sujet qui est lié, c'est par rapport au tourisme. Donc, c'est vrai que c'est un sujet que je n'ai pas beaucoup abordé parce que ce n'est pas un sujet sur lequel on s'est beaucoup penché. Mais c'est vrai que l'idée, ça serait que dans les gares, en fait, on puisse attirer une clientèle touristique pour les mêmes raisons que les professionnels. Hein, donc, des personnes qui se rendraient, je vais prendre la vallée de Kaysersberg, donc quelqu'un de Strasbourg qui se rendrait à la vallée de Kaysersberg et qui prendrait un véhicule une fois sur place. Par contre, nous, avec l'autopartage, puisqu'on est sur un système d'inscription préalable, en fait, on touche très peu le côté touristique pour le moment parce que justement, il doit avoir un questionnement, même si notre inscription, en fait, les inscriptions sont traitées sous 24 à 48 heures, mais quand même, ça implique que la personne ait réfléchi à son déplacement en avance et donc, on touche très peu cette cible-là touristique. Mais effectivement, le fait de développer une station dans les gares, notamment les gares où on a un pôle multimodal avec différents services sur place, c'est effectivement tout à fait dans notre stratégie. Et comme je disais, c'est tout le temps la première place qu'on privilégie lorsqu'on arrive dans une nouvelle ville. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci Elisabeth. Et ça montre, vous montrez en fait le rôle crucial qu'ont les gares.
Alors, de mémoire, je crois que sur nos PVD entre la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et le Haut-Rhin, on en a plus d'un tiers qui dispose d'une gare TER. Donc, c'est quand même une belle opportunité. Et effectivement, alors je pense au PVD du Haut-Rhin, à Altkirch, à Rouffach, à Münster. On a des gares qui ont un bon niveau d'offre et qui peuvent être une belle opportunité pour changer d'échelle en termes de déplacement, pour rejoindre Mulhouse, pour rejoindre Belfort, pour rejoindre Colmar, pour rejoindre Strasbourg, à l'échelle des territoires. Alors, Monsieur Arnoux, j'ai vu que vous aviez la main levée, alors je ne sais pas si c'est d'avant encore ou si vous souhaitiez prendre la parole. Non? Non, j'ai oublié de la baisser. Pas de souci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, moi, j'en aurais une à poser à Romain. C'est par rapport à cette démarche de ligne de covoiturage. Est-ce que l'expérimentation de Kaisersberg, elle va faire des émus, elle va faire des petits? Est-ce que la société qui pilote ça va décliner ou a décliné ce concept dans d'autres secteurs? Et est-ce qu'il y a eu le même enthousiasme sur les autres territoires? Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse, mais... Romain? On a perdu Romain. C'est pas grave. Alors, je ne sais pas, est-ce que... Ah, main levée. Alors oui, allez-y, Madame Baudot. Oui, bonjour. Donc, j'avais une question concernant l'autopartage et plutôt pour Cities. Est-ce que vous êtes déjà à des endroits où il y a un service tel que Lulu à Lunéville qui existe et comment se passe? Enfin, est-ce que c'est complémentaire les deux offres ou est-ce que vaut mieux rester sur deux services d'autopartage, enfin, sur une prédominance de services sur chaque territoire? Merci pour la question. Donc non, nous ne sommes pas présents de façon parallèle sur aucun territoire. Le seul territoire où on est le plus près, je dirais, ce serait dans la grande vallée de la Marne, donc dans la montagne de Reims. Cities est présent depuis 2020, donc on a gagné un marché public pour une expérimentation d'autopartage en milieu rural. Donc on propose 12 véhicules dans 7 communes du territoire et juste dans la commune à côté de la collectivité à Épernay, il y a le service qui est opéré par Clem, qui est voilà, l'autre, mais qui opère justement Lulu. Mais justement, il n'y a pas de ville où il y a une complémentarité entre les deux. C'est généralement les collectivités choisissent leurs prestataires et voilà, donc, il n'y a pas de complémentarité entre les offres. Ok. D'accord, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, alors moi j'ai peut-être juste une toute dernière question à poser au PETR de Lunéville, à M. Arnoux. Alors l'exemple, il est assez impressionnant sur Lunéville parce qu'on a vraiment une multitude de champs de mobilité, de l'autopartage, du covoiturage, du transport collectif, etc. Et vraiment, qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a été le point de départ d'avoir une politique si forte? Est-ce que c'est le VT? Est-ce que c'est de travailler sur un territoire large? Ou est-ce que c'est multifactoriel? Voilà, c'est une question un peu vague, mais je vous laisse répondre. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'avant même que le pays ait l'idée de devenir AOT, AOM, il avait déjà travaillé des sujets de mobilité, puisque on sait, enfin, je pense que tous les territoires ruraux vivent la mobilité comme un handicap. Hein, depuis que je suis élu, je l'ai toujours entendu dire. Donc, quand en 2011, enfin, c'est créé le pôle d'excellence rurale là, sur le thème de la mobilité, donc il y avait déjà cet historique avec des études, avec beaucoup de réflexions. Et le passage en 2000, enfin la réflexion c'était 2017, mais en AOM a été motivé, enfin c'est surtout la CCTLB en fait qui a été moteur,
parce que la CCTLB avait besoin de renouveler sa DSP pour le marché Lunéo, et donc il y avait un travail important à faire. Et puis en plus, financièrement, c'était un peu juste, donc je pense qu'il y avait aussi la petite arrière-pensée de se dire qu'il y aurait plus de confort s'il y avait un versement mobilité qui était sur un périmètre beaucoup plus large. Euh, et puis de l'autre côté, des territoires moins denses qui avaient véritablement des besoins, alors qui, en fait, 3 ans après, ne sont pas tout à fait concrétisés encore, puisque vous voyez qu'on ne lance Réseau Pouce que maintenant, on va retravailler le Tedibus pour le muscler seulement à partir de maintenant. Bon, ce qu'on a fait, ce sont les aménagements de gare, malgré tout, donc c'était quand même important. Et puis, donc voilà un peu comment se sont passées les choses. Voilà quel a été le moteur. Ça n'a pas été un moteur uniquement en 2017, mais c'est quand même le résultat d'une histoire de réflexion sur la mobilité du pays du Lunévillois depuis des années. Merci pour ces précisions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais proposer de lever la séance. Donc, on voit que le sujet il est très vaste. On n'est pas du tout dans de la recette de cuisine qui peut se décliner d'un territoire à un autre. Il faut vraiment à chaque fois se poser les bonnes questions, construire un projet de mobilité en lien avec les caractéristiques du territoire, le besoin des habitants et du monde économique. Donc, il y a vraiment l'enjeu de faire de la dentelle, comme je le disais tout à l'heure, et de rentrer aussi dans des logiques de test. Tout ne peut pas fonctionner, il faut essayer les choses. Et c'est peut-être ce qui fait l'une des difficultés, mais aussi le caractère passionnant de la dimension mobilité dans ces petites villes de demain, parce qu'on est vraiment sur un champ où, je dirais, tout est possible. Les solutions sont multiples. Il y a l'État également qui propose un portail au niveau de France Mobilité de recensement de toutes les solutions de mobilité innovantes dans les territoires peu denses. Donc, je vous invite à le consulter. C'est une boîte à idées. Ça permet de réfléchir, de mettre en perspective. Et aussi, le sujet, il montre vraiment, et je l'ai déjà dit précédemment, qu'il faut réfléchir à plusieurs échelles, comme des poupées russes, des poupées gigognes, avec le centre-ville PVD, la commune PVD et l'ensemble du bassin de vie qui correspond souvent à l'intercommunalité. Donc, qui est une bonne maille de réflexion parce que c'est une maille dans laquelle les collectivités peuvent agir. Donc, c'est vraiment intéressant et je pense que les projets de PVD au niveau des mobilités doivent se transformer en projets de territoire, en projets de bassin de vie. Voilà pour quelques éléments de synthèse. Et je tiens vraiment à remercier nos 3 intervenants qui nous ont donné vraiment des informations très concrètes, très précises, avec des éléments de phasage, de coûts, de public ciblé. J'espère que ça vous sera utile dans vos démarches de réflexion, notamment en termes de questionnement, en termes d'objectifs sur vos projets. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à Romain, Elisabeth et Monsieur Arnaud.